Il est 2h47. Ouagadougou se fige dans un calme artificiel. Ce silence n'annonce pas le repos, mais une opération pensée pour frapper vite, remplacer l'homme et refermer le pays avant l'aube. Alors, que se passe-t-il quand la peur change de camp et que le nom d'Ibrahim Traoré ne sert plus à isoler le pouvoir, mais à mesurer la loyauté de tout un système? Au lever du jour, ce qui devait être une décapitation administrative ressemble déjà à une bataille pour la légitimité. Cette histoire ne promet pas un simple récit de complot déjoué, ni une chronologie spectaculaire de coups de feu et d'arrestations. Elle propose autre chose. Comprendre comment le pouvoir se maintient ou s'effondre quand la peur, la loyauté et l'argent cessent d'obéir aux mêmes règles. Pour le spectateur, l'enjeu est clair, saisir en quelques minutes ce que des années de communiqués officiels n'expliquent jamais vraiment. Au cœur de cette nuit, Ibrahim Traoré n'est pas seulement confronté à une menace physique, mais à une question plus vaste: qui commande encore quand les ordres circulent plus vite que la confiance? Ce moment révèle les mécanismes invisibles qui transforment une tentative de coup d'État en test de souveraineté. Ce qui est en jeu dépasse la survie d'un dirigeant. Il s'agit de savoir si un État peut résister lorsque ses failles internes sont activées au moment précis où la pression extérieure augmente. Comprendre cette séquence, c'est comprendre pourquoi certaines nations vacillent et pourquoi d'autres, contre toute attente, tiennent encore. Il est 2h47 et une tentative de basculement du pouvoir commence dans un silence soigneusement orchestré. Moins de 10 minutes plus tard, certains centres de décision savent déjà que le scénario ne se déroule pas comme prévu. Ce décalage temporel apparaît comme une première fissure. Il indique que l'attaque, pensée comme une surprise, entre en collision avec une anticipation discrète construite en amont. Autour du palais, les mouvements sont observés, les communications ne sont pas aussi opaques qu'espérées, et la confusion s'installe là où la précision était attendue. Pour comprendre cette nuit, il faut réduire le contexte à l'essentiel. Depuis des semaines, des signaux faibles circulent dans les cercles sécuritaires, des échanges cryptés, des coordinations inhabituelles, une synchronisation trop parfaite pour être fortuite. L'objectif n'est pas seulement d'éliminer un homme, mais de créer une transition rapide, administrative, presque clinique. La population, dans ce plan, doit rester spectatrice, paralysée par la peur et le manque d'informations fiables. Ibrahim Traoré se trouve alors face à une équation simple et brutale. Si l'attaque est extérieure, la réponse est militaire. Si elle est intérieure, la réponse devient politique, presque existentielle. La question n'est plus combien d'assaillants avancent, mais combien d'alliances ont déjà basculé. Cette distinction explique la retenue apparente, l'absence de fuite et l'insistance sur la cohésion des unités encore loyales. Le contexte régional renforce la tension. Dans le Sahel, les changements de pouvoir récents ont souvent suivi des scripts rapides, appuyés par des réseaux financiers et médiatiques capables de redéfinir la légitimité en quelques heures. Cette nuit-là, le Burkina Faso semble promis au même sort. Pourtant, un élément échappe au calcul initial: la vitesse à laquelle l'information informelle circule et la manière dont la présence civile peut devenir un facteur stratégique. On tient déjà une première réponse à la question laissée en suspens. La surprise n'en était pas vraiment une. Ce qui reste à comprendre, c'est comment cette anticipation s'est transformée en résistance concrète et pourquoi le plan commence à se retourner contre ses auteurs. Dans cette séquence tendue, le rôle central n'est pas tenu par une unité militaire précise, ni par un dispositif technologique sophistiqué. Il est incarné par un noyau humain réduit, composé d'officiers, de gardes et de personnel civil qui comprennent très vite que la nuit ne se jouera pas uniquement sur le terrain des armes. Leur fonction devient celle de relais, pas seulement d'exécutants. Ils observent, transmettent, évaluent l'état réel des loyautés. Ibrahim Traoré apparaît ici moins comme un chef donnant des ordres que comme un point de stabilisation. Sa présence physique, son refus de se retirer, crée un effet immédiat sur ceux qui l'entourent. Dans les premières heures, cet impact est discret mais mesurable. Pas de panique visible, pas de fuite désordonnée, pas de chaîne de commandement rompue. Cette stabilité relative empêche l'effondrement psychologique que recherchent les auteurs du complot.
Les premiers effets se manifestent à l'extérieur du palais. Des individus isolés commencent à se rassembler, non par consigne officielle, mais par circulation informelle de messages et de rumeurs. Ce mouvement reste limité au départ, presque invisible, mais il modifie déjà la perception de la situation. L'attaque n'est plus un événement clos, contenu dans un périmètre sécurisé. Elle devient un signal. Pour les acteurs impliqués dans la tentative de basculement, ce changement est problématique. Leur plan repose sur une population absente, spectatrice, figée par l'incertitude. Or, l'absence de chaos immédiat crée l'effet inverse. Son première présence civile, même modeste, introduisent une variable incontrôlable. Elle brouille la frontière entre espace militaire et espace social. L'impact précoce de cette dynamique est simple mais décisif. La nuit ne se déroule plus selon un script fermé. À partir de ce moment, chaque minute supplémentaire augmente le coût politique et symbolique de l'opération. L'activation du plan se veut rapide. Les premiers mouvements armés convergent vers des points précis, pensés pour neutraliser la capacité de décision avant que l'aube ne révèle quoi que ce soit. Dans ce schéma, chaque minute compte. L'objectif est de créer un fait accompli, puis d'enrober ce fait d'un discours de normalisation. Avant cette nuit, le pouvoir devait changer de main sans résistance visible. Après son déclenchement, la mécanique commence pourtant à se dérégler. Très vite, les assaillants constatent que certaines réponses attendues n'arrivent pas. Les communications ne circulent pas comme prévu, certains ordres restent sans écho et des unités supposées passives tardent à se repositionner. Ce décalage alimente une tension interne. L'intensité ne vient pas d'un affrontement direct, mais d'une accumulation d'incertitudes. Plus le temps passe, plus le contrôle devient fragile. À l'intérieur du palais, Ibrahim Traoré adopte une posture qui contraste avec les scénarios habituels. Il ne cherche pas à accélérer la confrontation, mais à gagner du temps. Cette stratégie repose sur une lecture simple. Chaque instant supplémentaire ouvre la porte à des acteurs que le plan initial n'a pas intégrés. La nuit avance, et avec elle, l'espace des possibles s'élargit. Ce qui devait rester une opération confinée commence à se diffuser. Le point de bascule survient lorsque la présence civile devient visible. D'abord quelques silhouettes, puis des groupes plus nombreux apparaissent aux abords des zones sensibles. Ce n'est pas une mobilisation structurée, mais une réponse coordonnée par l'État. C'est une réaction organique, difficile à anticiper, encore plus difficile à contenir. Pour les assaillants, cette évolution est critique. Leur préparation est militaire, pas sociale. Ils savent gérer des soldats, pas une foule déterminée mais désarmée. C'est là que la confrontation asymétrique se cristallise. Les armes perdent leur efficacité symbolique lorsque la ligne entre cible et témoin disparaît. Les tirs de sommation, les démonstrations de force, produisent moins d'effets que prévu. L'hésitation s'installe. Dans ce contexte, une force qui hésite commence déjà à reculer. L'avantage psychologique change de camp, non par un ordre formel, mais par une perception partagée. La suite s'enchaîne rapidement. Des unités jusque-là indécises choisissent de se positionner clairement. Des acteurs clés du dispositif initial se retrouvent isolés. Les centres de coordination perdent leur cohérence. Ce qui devait être une succession de gestes précis devient une série de réactions improvisées. L'arrestation de figures centrales, plus tard dans la nuit, n'est pas le résultat d'une offensive spectaculaire, mais l'aboutissement logique de cette désintégration progressive. Avant cette séquence, le plan reposait sur la surprise et la vitesse. Après, il se heurte à une réalité plus complexe. La légitimité ne se transfère pas automatiquement par la force. Pour Ibrahim Traoré, cette ligne des événements marque un passage décisif. Il ne s'agit plus seulement d'avoir survécu à une attaque, mais d'avoir traversé une épreuve qui redéfinit les rapports entre autorité, population et pouvoir effectif. Au fond, si une tentative de coup d'État nocturne repose sur 3 leviers mesurables, le temps, l'argent et le contrôle des flux. Dans cette nuit précise, ces 3 variables changent de trajectoire plus vite que prévu. À 2h47, le silence est censé garantir l'effet de surprise. Quelques heures plus tard, il devient un indicateur d'échec partiel. Ce glissement du plan initial vers une dynamique imprévue peut être suivi à travers plusieurs chiffres clés. D'abord,
il y a un indicateur temporel. Les opérations de ce type sont conçues pour se résoudre en un laps de temps très court avant que l'information ne se diffuse. Or, ici, des décisions critiques se jouent sur des écarts de quelques minutes. L'arrestation d'un acteur central intervient après un délai qui révèle la perte de synchronisation interne. En pratique, ce temps supplémentaire permet à d'autres forces de s'aligner, non pas sur un ordre écrit, mais sur une lecture commune de la situation. Chaque minute gagnée réduit l'efficacité de la peur comme outil de contrôle. Ensuite, un indicateur financier se dessine. Les documents récupérés après la nuit font apparaître une somme d'environ 28 millions de dollars mobilisés pour soutenir l'opération. À l'état initial, cet argent est conçu comme un accélérateur. Payer des exécutants, acheter des silences, préparer une campagne de désinformation. Après l'échec du basculement rapide, la même somme devient une trace. Elle relie des acteurs, des comptes et des décisions qui jusque-là restaient fragmentés. Le passage du secret à la traçabilité transforme un atout en vulnérabilité. Enfin, un indicateur lié à la réponse institutionnelle s'impose. Dans la phase suivante, 113 avoirs appartenant à des individus influents sont gelés. Ce chiffre marque un changement de logique. Avant, le pouvoir financier fonctionnait comme un bouclier, protégeant ceux qui pouvaient influencer ou retarder les décisions. Après, il est traité comme un levier de neutralisation. Pour Ibrahim Traoré, cette mesure n'est pas présentée comme une sanction symbolique, mais comme une action de sécurité nationale visant à interrompre des capacités de nuisance concrètes. Pris séparément, ces chiffres pourraient sembler abstraits. Ensemble, ils dessinent une trajectoire claire. Ce qui devait être une opération rapide et silencieuse se transforme en une exposition prolongée des réseaux impliqués. Le temps, initialement contre le pouvoir en place, joue finalement en sa faveur. L'argent, censé fluidifier le changement, devient une preuve matérielle. Les actifs, autrefois intouchables, cessent de l'être. Cette bascule quantitative éclaire la question laissée ouverte précédemment. Comment une tentative apparemment bien financée et coordonnée peut-elle échouer sans affrontement massif? La réponse tient dans ce déplacement progressif des variables clés. Quand la surprise se dilue, quand les flux financiers sont révélés et quand la réaction institutionnelle cible les ressources plutôt que les symboles, l'équilibre change. Ces éléments ne concluent pas l'histoire. Ils indiquent simplement que la nuit n'a pas produit le résultat attendu par ses instigateurs. Reste à examiner l'argument opposé, ceux qui estiment que ces mesures sont excessives ou dangereuses pour la stabilité à long terme. Certains critiques avancent deux arguments. D'abord, ils affirment que la réaction des autorités, notamment le gel massif d'avoirs, risque de fragiliser la stabilité économique. Selon cette lecture, toucher à des capitaux importants peut provoquer une fuite des ressources, inquiéter les investisseurs et créer un climat d'incertitude durable. Dans un pays déjà confronté à des tensions sécuritaires, cette instabilité financière serait, à terme, plus coûteuse que la tentative de coup d'État elle-même. Ensuite, ils déplacent la question vers la gouvernance. Certains observateurs estiment qu'agir rapidement sous couvert de sécurité nationale ouvre la porte à des dérives. L'absence de procédures longues et contradictoires est perçue comme un précédent dangereux. Aujourd'hui, dit-on, ces mesures visent des acteurs accusés de trahison. Demain, elles pourraient viser des opposants politiques ordinaires. Dans ce cadre, la ligne entre défense de l'État et concentration excessive du pouvoir deviendrait floue. Ces arguments méritent d'être pris au sérieux. Ils reposent sur des expériences réelles observées ailleurs, où des réponses d'exception ont fini par affaiblir les institutions qu'elles prétendaient protéger. Pourtant, le contexte précis de cette nuit impose une lecture différente. Les mesures prises ne suivent pas une logique idéologique, mais une logique de neutralisation ciblée. Les avoirs gelés correspondent à des flux identifiés comme liés à une opération de déstabilisation et non à une opposition politique générale. La réponse institutionnelle insiste également sur la temporalité. Les actions sont présentées comme transitoires, liées à une enquête en cours, et encadrées par des dispositifs juridiques spécifiques. Cette distinction est essentielle.
Elle suggère que l'objectif n'est pas de redéfinir durablement les règles du jeu économique, mais d'empêcher une répétition immédiate du scénario. Dans cette perspective, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un acteur cherchant à étendre son contrôle que comme un arbitre tentant de rétablir un minimum de prévisibilité. Enfin, un élément factuel affaiblit partiellement les critiques. La tentative de basculement n'est pas théorique. Elle s'est matérialisée par des flux financiers, des coordinations internes et une synchronisation précise. Ignorer ces signaux au nom de la prudence institutionnelle aurait envoyé un message inverse, celui d'un État incapable de protéger ses propres leviers. La réponse choisie, qu'on l'approuve ou non, elle s'inscrit donc dans une logique de dissuasion. Cette confrontation d'arguments ne clôt pas le débat. Elle montre simplement que la question centrale n'est plus de savoir si une menace existait, mais comment une société accepte d'y répondre sans compromettre son avenir politique. Ce qui change réellement le cours de la nuit n'est ni une manœuvre tactique brillante, ni une supériorité armée soudaine. C'est le déplacement du rapport de force, du strict terrain militaire vers un espace social que le plan initial n'avait pas intégré. À ce moment précis, la tentative de basculement cesse d'être une opération technique et devient une confrontation de légitimité. La présence civile, encore fragmentée, modifie les calculs les plus élémentaires. Les assaillants ne font plus face à une chaîne de commandement identifiable. Ocheme a une masse sans centre formel, impossible à neutraliser sans coup politique immédiat. Cette réalité impose une contrainte nouvelle. Chaque action devient visible, interprétable, amplifiable. Le secret qui devait protéger l'opération disparaît. Ibrahim Traoré comprend alors que la décision clé n'est plus défensive. Elle est symbolique. En laissant la situation s'ouvrir, plutôt qu'en la refermant par la force, il transforme un risque en levier. Le pouvoir n'est plus seulement exercé depuis des salles sécurisées, il est partagé, observé, validé par la présence même des citoyens. Ce basculement explique pourquoi la suite des événements s'accélère dans un sens inattendu. Les hésitations s'accumulent du côté des instigateurs, tandis que la cohérence se renforce ailleurs. Le milieu de cette histoire n'est donc pas un affrontement, on émet une révélation. Le contrôle ne suffit plus quand la légitimité circule. À partir de là, les conséquences s'enchaînent presque inévitablement. Les conséquences de cette nuit se déploient différemment selon les acteurs, mais elles convergent vers un même point, la redistribution des marges de manœuvre. Pour l'État, la priorité immédiate devient la restauration de la capacité d'action. Les arrestations ciblées et le gel des avoirs ne sont pas présentés comme une victoire finale, mais comme un moyen de reprendre l'initiative. En traitant les ressources financières comme un enjeu de sécurité, l'appareil public signale que la stabilité ne se limite plus au contrôle territorial. Cette approche modifie la manière dont les menaces sont identifiées et traitées, avec un accent mis sur les réseaux plutôt que sur les individus isolés. De même pour les entreprises et les acteurs économiques, l'impact est plus ambigu. À court terme, l'incertitude augmente. Les circuits de financiers sont scrutés, les transactions importantes ralentissent et certains partenariats deviennent prudents. Pourtant, cette phase de tension s'accompagne aussi d'un message implicite. Les règles ne sont plus négociables dans l'ombre. À moyen terme, cette clarification peut réduire l'arbitraire qui, pendant des années, a favorisé quelques acteurs au détriment d'un tissu économique plus large. La rupture est inconfortable, mais elle redéfinit le terrain de jeu. Du côté des citoyens, l'effet est plus immédiat et plus visible. La mobilisation spontanée de la nuit laisse place à une prise de conscience durable. Les événements ne sont plus perçus comme une lutte interne entre élites. Mais comme une menace directe contre la vie quotidienne. Cette lecture transforme la relation au pouvoir. Le soutien n'est pas aveugle, mais conditionnel. Il repose sur l'idée que la protection de la souveraineté doit produire des résultats tangibles. Ibrahim Traoré bénéficie de ce crédit initial, précisément parce qu'il est associé à une réponse perçue comme ferme, mais lisible. À l'échelle régionale, les répercussions dépassent largement les frontières. Dans le Sahel, où les changements de régime ont souvent été rapides et peu contestés, cette séquence introduit un précédent. Elle montre qu'une tentative de basculement peut échouer non par manque de moyens, mais par excès de certitude. Les acteurs extérieurs, qu'ils soient politiques ou économiques,
prennent note de cette nouvelle variable. L'adhésion populaire n'est plus un facteur secondaire, mais un élément central de la stabilité. Ces 4 niveaux d'impact, étatique, économique, citoyen et régional, ne s'additionnent pas simplement. Ils interagissent. Une décision financière affecte la perception populaire. Une mobilisation citoyenne influence les calculs régionaux. Ce réseau de conséquences explique pourquoi la nuit de 2h47 ne se referme pas à l'aube. Elle continue de produire des effets, parfois discrets, parfois visibles, longtemps après que les armes se sont tues. La question se précise alors. Ces conséquences annoncent-elles une transformation durable ou seulement une parenthèse avant un retour aux équilibres anciens ? C'est cette incertitude qui ouvre la réflexion suivante. On peut envisager 3 trajectoires possibles. La première repose sur une stabilisation prudente, les enquêtes se poursuivent, certaines procédures s'étirent, et la pression sécuritaire reste élevée sans déboucher sur une nouvelle rupture. Dans cette hypothèse, l'État consolide progressivement ses leviers, mais sans transformation spectaculaire. Les tensions économiques persistent, la méfiance demeure dans certains cercles, et la gouvernance avance par ajustements successifs. Ce scénario suppose que la réponse immédiate suffit à dissuader une répétition à court terme, sans pour autant régler les causes profondes de la crise. La deuxième, plus optimiste, introduit une dynamique différente. Les mesures prises après la nuit servent de point d'appui à des réformes plus larges. Les audits financiers aboutissent, les responsabilités sont clarifiées et les règles deviennent plus lisibles pour les acteurs économiques. La confiance, bien que fragile, commence à se reconstruire autour d'institutions perçues comme plus cohérentes. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré bénéficie d'un capital politique qui lui permet d'arbitrer entre sécurité et ouverture sans dépendre exclusivement de l'exceptionnel. L'effet régional est également positif. Le cas burkinabé devient une référence de résistance institutionnelle plutôt qu'un épisode de plus dans une série de basculements. La troisième, la plus défavorable, repose sur l'épuisement. Les enquêtes s'enlisent, les mesures d'urgence se prolongent et l'économie encaisse le choc plus durement que prévu. Les réseaux neutralisés se recomposent sous d'autres formes, parfois plus diffuses. Dans ce contexte, la polarisation augmente, les soutiens se radicalisent, les critiques aussi, et la frontière entre sécurité et contrôle devient difficile à tracer. Ce scénario n'implique pas un effondrement immédiat, mais une usure progressive de la légitimité acquise dans l'urgence. Ces 3 trajectoires ne sont pas exclusives. Des éléments de chacune peuvent coexister, se succéder ou se contredire selon les décisions prises dans les prochains mois. La variable décisive n'est pas seulement la capacité de coercition, mais la qualité des arbitrages. Si les réponses restent lisibles et proportionnées, la séquence peut ouvrir un cycle nouveau. Si elle se fige, elle risque de refermer le débat. La question n'est donc pas de prédire l'avenir, mais de comprendre ce qui pèsera le plus lourd dans la balance lorsque l'émotion de la nuit se dissipera. Pour une partie du public qui suit la situation à distance, l'enjeu est la compréhension. Les événements montrent comment une crise politique n'est jamais abstraite. Elle affecte les prix, la circulation, l'accès aux services essentiels. Ce groupe cherche des repères pour interpréter l'information au-delà des récits simplifiés. Comprendre les mécanismes permet d'éviter 2 pièges fréquents, la fascination pour la force brute et le rejet instinctif de toute autorité. Un autre groupe est directement concerné par les effets économiques. Commerçants, entrepreneurs, travailleurs informels ressentent immédiatement les tensions. Les ralentissements bancaires, les contrôles accrus et l'incertitude pèsent sur les décisions quotidiennes. Pour eux, la question n'est pas idéologique, elle est pratique. Savoir si les règles seront claires demain, si les efforts consentis aujourd'hui créeront un cadre plus prévisible à moyen terme. Leur attente principale est la cohérence plus que la promesse d'un changement rapide. D'autres regardent ces événements à travers le prisme civique. Il s'agit de citoyens pour qui la participation de la nuit a laissé une trace durable. Leur implication ne se limite pas à une mobilisation ponctuelle, elle se transforme en vigilance. Ce groupe attend que la parole donnée se traduise en actes vérifiables. Transparence des procédures, explication des décisions, visibilité des résultats. Le soutien devient conditionnel, mais actif. Pour chacun de ces groupes, de petites actions comptent. S'informer à partir de sources multiples, éviter la propagation de rumeurs non vérifiées.
aura exigé des explications sans céder à la simplification excessive. Ces gestes n'ont rien de spectaculaire, mais ils participent à la stabilisation d'un espace public souvent fragilisé par la peur et la fatigue. Cette partie de l'histoire rappelle que les crises ne se résolvent pas uniquement au sommet. Elles se jouent aussi dans la manière dont les individus interprètent, relaient et transforment l'information qui leur parvient. La phase qui s'ouvre après la nuit exige une organisation lisible, avec des étapes compréhensibles. D'abord, il faut sécuriser l'enquête. Cela implique d'identifier clairement qui fait quoi, sur quel périmètre et selon quel délai. Les flux financiers suspectés doivent être isolés, documentés et conservés comme éléments de preuve afin d'éviter que la procédure ne se dilue dans le temps ou dans la confusion. Ensuite, la clarification institutionnelle devient indispensable. Les décisions exceptionnelles prises dans l'urgence doivent être expliquées publiquement avec des critères précis. Qui est concerné, pourquoi et pour combien de temps. Cette phase est cruciale pour transformer une réponse de crise en cadre de référence. Sans cette clarification, le risque est que l'exception devienne la norme, alimentant les critiques évoquées précédemment. Puis, la coordination économique doit suivre. Les autorités financières, les banques et les acteurs productifs doivent disposer de signaux cohérents. L'objectif n'est pas d'accélérer artificiellement la reprise, mais de réduire l'incertitude. Des indicateurs simples peuvent servir de repères: délai de traitement, volume de transactions rétabli, stabilité des circuits essentiels. Ces mesures permettent d'évaluer si la pression retombe ou se déplace. Après cela, la responsabilité politique doit être assumée. Les procédures judiciaires doivent être visibles, compréhensibles et suivies. Les audiences, les décisions intermédiaires et les recours doivent donc s'inscrire dans un calendrier identifiable. Pour Ibrahim Traoré, cette étape est déterminante. Elle conditionne le passage d'une légitimité acquise dans l'urgence à une légitimité consolidée dans la durée. Enfin, un fil conducteur traverse l'ensemble du processus. La communication mesurée. Informer sans dramatiser, expliquer sans promettre, corriger sans humilier. Les critères de réussite ne sont pas spectaculaires. Ils tiennent à la réduction progressive des tensions, à la prévisibilité des décisions et à la capacité de l'État à agir sans surprendre sa propre population. Cette feuille de route ne garantit pas le succès. Elle offre simplement des points de mesure pour éviter que l'élan né de la nuit ne se perde dans l'improvisation. La nuit avait commencé par un noyau réduit, presque invisible, fait de présences humaines qui tenaient sans bruit. Ce motif revient ici. Ce ne sont pas les murs du palais, ni les dispositifs de sécurité qui ont porté le poids décisif, mais la continuité entre ceux qui observaient, ceux qui transmettaient et ceux qui ont choisi de rester. Cette chaîne discrète explique pourquoi l'effondrement attendu n'a pas eu lieu. Avec le recul, l'image qui demeure n'est pas celle d'une victoire spectaculaire. C'est celle d'un système qui a tenu parce que trop de maillons ont refusé de lâcher en même temps. Ibrahim Traoré s'inscrit dans cette image non comme un héros isolé, mais comme un point de convergence. Sa survie politique ne tient pas à une invulnérabilité personnelle, mais à une cohérence collective momentanément retrouvée. Ce rappel est essentiel, car il tempère les récits simplistes. La nuit n'a pas effacé les risques, ni réglé les contradictions profondes. Elle a seulement montré qu'un basculement n'est jamais mécanique. Même préparé, financé et synchronisé, il peut échouer si la confiance ne s'effondre pas au même rythme que les institutions. La phrase qui s'impose alors est simple: la peur n'a pas suffi. Tout ce qui suivra dépendra de la capacité à transformer cet instant en trajectoire durable. Ce récit se termine sans point final net, parce que ce type de moment n'en a pas vraiment. Il laisse plutôt une responsabilité diffuse, partagée entre institutions, citoyens et observateurs extérieurs. Regarder cette séquence comme un simple épisode spectaculaire serait passer à côté de l'essentiel. Elle invite à s'interroger sur ce qui fonde la stabilité quand les routines se brisent et sur la part que chacun accepte d'y prendre. Pour ceux qui suivent ces événements, l'enjeu n'est pas de choisir un camp par réflexe, mais de rester attentif aux faits, aux écarts entre promesses et résultats, aux signaux faibles qui annoncent soit une consolidation, soit une dérive. Le débat gagne en valeur lorsqu'il est informé, nuancé et patient.
C'est dans cet espace que les récits cessent d'être des slogans pour devenir des outils de compréhension. Saint Ibrahim Traoré, comme tout dirigeant confronté à une crise de cette ampleur, sera jugé moins sur la nuit elle-même que sur ce qu'il en fera ensuite. La vigilance, ici, n'est pas une opposition, c'est une forme de participation. La question reste ouverte et elle vous appartient aussi. Quels signes vous convaincront que cette histoire marque un tournant réel et non une parenthèse de plus ?